Rassurez-vous, on m'a donné à manger, donc une fois de plus, la distance maximum requise entre la personne qui parle et les étudiants est respectée, minimum 8 mètres, c'est ça. Nous allons faire ensemble aujourd'hui, cet après-midi, pendant 2 heures, un tout petit peu moins. Je vais essayer d'aller assez rapidement parce que j'ai pas mal de diapositives, mais il y a probablement des détails techniques qui ne sont pas forcément très pertinents toujours. Nous allons faire ensemble un parcours sur l'utilisation des plantes en archéologie. Comme je l'ai indiqué dans le papier ou syllabus que je vous ai envoyé, je vais commencer par présenter les méthodes principales et leurs techniques pour identifier les plantes en archéologie. Je vais ensuite essayer d'interagir avec vous sur le petit travail que je vous ai demandé. Je vous remercie du reste, en tout cas à ceux qui ont envoyé quelque chose à temps et même un tout petit peu après, mais c'était essentiellement pour me permettre à moi de le lire le dimanche et de faire des commentaires dessus. Donc d'interagir avec vous, avec vos propositions de recettes dites traditionnelles. On verra ce qu'est une tradition, ce qu'on peut considérer comme une tradition et finalement ce que vous pouvez en retirer pour votre profit personnel. Et puis, en troisième partie, je mentionnerai justement 2 exemples qui proviennent des Andes centrales. Un exemple qui provient de ma thèse de doctorat, qui concerne une vallée de la côte centrale du Pérou, la vallée de Lurín, où le professeur Eckhout travaille par ailleurs. Pour des périodes un peu plus anciennes, je présenterai un site qui est entre moins 900 et moins 100. Et l'autre site, c'est un site sur lequel j'ai travaillé en post-doctorat et qui concerne des périodes nettement plus anciennes là, puisqu'on est plutôt entre moins 8000, moins 6000 BCE, ou je ne sais pas comment on dit maintenant en français, mais enfin voilà, avant Jésus-Christ de manière commune, voilà, ou avant l'ère commune. Alors, vous avez eu déjà toute une série de présentations sur alimentation ou produits alimentaires et archéologie. On vous l'a probablement déjà mentionné. Comment étudier l'alimentation ? Eh bien, dans le présent, c'est l'anthropologie, la sociologie et la psychologie. Ces 3 branches s'intéressent à la manière dont vous consommez et pourquoi vous consommez et avec qui vous consommez. C'est en partie pour la raison pour laquelle je vous ai demandé ce petit travail. Non pas que je vais tracer votre profil psychologique, mais j'aimerais justement parler avec vous de cette manière de consommer et de ce que vous considérez, vous, comme étant local ou non local, par exemple. Et puis dans le passé, bien évidemment, il y a l'histoire. Vous avez ici à l'ULB, en histoire médiévale, tout un groupe qui s'intéresse à l'alimentation, mais également l'archéologie dite alimentaire. Il y a tout un certain nombre d'analyses que l'on peut réaliser en archéologie alimentaire. Vous en avez vu certaines avec mes collègues qui m'ont précédé ici dans cette salle ou dans l'autre salle. Je ne vais pas tous les citer, mais en orange, les éléments qui nous intéressent plus particulièrement aujourd'hui, puisqu'ils ont tous trait à la botanique, palynologie, c'est-à-dire étude des grains de pollen, spores, et ce qu'on appelle aussi les non-pollen ou palynomorphes, NPP. La carpologie, l'étude des fruits, l'étude des graines, tout ce qui n'est ni microscopique, ni en fait de parties ligneuses des plantes. Donc on ne s'intéressera pas aujourd'hui à l'étude des charbons de bois par exemple, parce qu'à moins d'avoir mal à l'estomac, en général on ingère relativement peu de charbon de bois. Les phytolithes, ce sont des petits nodules de silice que beaucoup de plantes produisent, mais pas tous. Et enfin les grains d'amidon, dont je suis certain que vous en avez ingéré un certain nombre à midi sous forme de sandwich par exemple. Il est clair que ces différentes méthodes analytiques peuvent être appliquées sur des supports différents, en général pas sur la totalité des supports archéologiques, et qu'ils vont donner soit des informations directes, soit des informations indirectes. Le premier support, pardon, comme j'ai 2 écrans, je ne sais jamais sur lequel je suis. Le premier support, c'est bien évidemment les restes humains. Un splendide intestin avec des coprolites. Eh bien oui, on arrive à retrouver des restes fossilisés intestinaux. Les coprolites, c'est très bien aussi, on en a un peu moins.
Ce sont surtout pour les périodes médiévales ou dans les milieux de conservation, soit très secs, soit acides. Et là, bien évidemment, vous pouvez vous rendre compte qu'on aura des informations très directes sur ce qui a été ingéré, c'est-à-dire ce qui a été pris par la bouche, puisqu'il se retrouve à un moment donné dans l'intestin et dans les fesses. Les os également, Caroline Paulet probablement, qui donne un cours ici à l'ULB, vous en a parlé. Nous pouvons faire des analyses sur la composition osseuse elle-même, puisque selon ce que l'on mange, on aura de l'azote, plus ou moins d'azote, plus ou moins de carbone, ainsi que d'autres éléments dits traces, strontium, sélénium, etc., dans nos os ou dans nos dents, par exemple, qui peuvent donner des indications à la fois sur la diète et sur l'origine géographique de la personne, puisqu'en général, l'eau que l'on boit a des compositions différentes, surtout en éléments traces, et donc permettent de tracer, de repérer très exactement géographiquement d'où vient la personne. L'usure dentaire, évidemment, permet aussi de savoir si vous avez une alimentation très riche en silice, c'est-à-dire avec du pain mal raffiné, par exemple, avec beaucoup de pierre ou avec beaucoup de balles de blé, par exemple. Ce sont des éléments qui ont beaucoup de silice et qui donc vont user vos dents de manière particulière. Les amidons et les phytolithes, là, ça ne sera pas sur l'usure dentaire, c'est sur le tartre dentaire. Et donc, ne vous brossez pas trop les dents si vous voulez que les archéologues du futur puissent travailler sur votre matériel à vous. À savoir, oui, ces éléments sont conservés dans le tartre dentaire et on peut l'extraire. Et de la même manière que pour le tractus intestinal, excusez-moi, et les coprolites, cela peut nous donner des indications très directes sur ce qui est ingéré. La culture matérielle, bien évidemment, tout ce qui est éléments de mouture, meules, molettes, pilons, fonds de céramique, permettent de retracer ou de récupérer des éléments microscopiques qui vont nous donner des indications sur l'alimentation. Enfin, j'allais dire les sédiments, avec ce avec quoi en archéologie nous travaillons habituellement. Eh bien oui, les sédiments peuvent donner des indications, mais bien évidemment ce sera indirect puisque ce n'est ni sur un support matériel ni sur un support humain. Et donc, il y a toujours le doute de savoir si la plante qui a été identifiée, ou le reste de plante, pardon, qui a été identifié dans ce sédiment a réellement été ingérée ou pas. Alors si elle est complètement ingérée, évidemment, on n'en aura pas de trace dans le sédiment, mais en général, quand on prépare à manger, il y a toujours des déchets que l'on rejette, et ce sont bien évidemment à partir de ces déchets que l'on peut reconstituer une alimentation. Alors maintenant, pour passer en revue assez rapidement quatre des techniques les plus utilisées en archéologie pour identifier cette alimentation. Je commencerai par la carpologie, donc l'étude des fruits et des graines. C'est, j'allais dire, la technique la plus traditionnelle, la plus vieille aussi, qui s'utilise depuis en tout cas 100 ans sur beaucoup de sites, que ce soit des sites européens, que ce soit également sur des sites sud-américains. De manière tout à fait surprenante, en réalité, les premières identifications de plantes à partir de macro-restes, enfin de restes carpologiques, ont été faites quasiment en même temps en Suisse sur les lacs paléphytiques qu'au Pérou, sur les cimetières de la région d'Ancón, donc près de Lima. Enfin, actuellement, c'est dans Lima même. On vous a parlé probablement déjà des modes de conservation. En carpologie, bien évidemment, tous les milieux ne permettent pas la conservation, tout n'est pas conservé. Il y a trois très courants, qui est la carbonisation, la minéralisation et l'imbibition. Donc une fois que c'est carbonisé, bien évidemment, on remplace la matière organique par du carbone. Ça devient très résistant et absolument insensible aux attaques microbiennes. La minéralisation se passe lorsque le déchet est laissé dans un milieu très riche en autres substances. Très généralement, ce sont des latrines ou des sols qui ont beaucoup d'éléments métalliques, entre autres ferreux ou cuivreux par exemple. Et donc, peu à peu, la matière organique va être remplacée par ces éléments métalliques ou ces éléments chimiques qui sont contenus dans les latrines par exemple. L'imbibition, j'ai parlé des sites palafitiques, donc ces fameux villages situés en bordure de lacs sur pilotis. Eh bien, l'imbibition est également très courante en Belgique, en particulier le long des rivières, par exemple sur les villes de Dinan,
enfin toutes les villes qui sont situées le long de la Meuse, par exemple, de l'Escaut ou autres. Dessiccation, lyophilisation, on ne le rencontre quasiment jamais en Belgique, sauf dans des grottes et encore. Et là, si je l'indique, c'est vraiment parce que je vais parler du Pérou. La côte péruvienne est, en tout cas dans sa partie centrale et sud, fait partie du désert d'Atacama, enfin du système écologique du désert d'Atacama, qui est l'un des plus arides du monde. Et donc la conservation dans ces endroits-là se fait par dessiccation. Il fait sec, donc ça se conserve. Et enfin, il y a lyophilisation, ici de la pomme de terre dite lyophilisée, appelée également peruchunio, qui est un processus de lavage de gel et d'exposition au soleil par lavage qui permet d'enlever une partie de la matière organique pour ne conserver que ce qui est intéressant. Donc on passe d'un état à l'autre, ce qui permet, on sèche en réalité la pomme de terre, mais on la sèche via le froid et l'exposition au soleil, comme pourrait le faire un aliment dans votre congélateur laissé 2 ou 3 ans par exemple. 2-3 méthodes en carpologie: des prélèvements d'échantillons en colonne ou en surface, et puis 2 méthodes les plus courantes, essentiellement, soit la flottation, la dia du haut, soit le tamisage en général avec de l'eau dans la dia du bas, pour obtenir, j'allais dire l'extrait, pour obtenir les restes botaniques que nous allons étudier par la suite. Au Pérou ou dans les milieux secs, il y a aussi le tamisage à sec, donc sans utilisation d'eau. C'est quelque chose qui est très astreignant, simplement parce qu'il est très difficile de reconnaître les restes botaniques de la poussière lorsque ceux-ci sont justement enveloppés dans une gangue. Autant le tamisage à l'eau que la flottation permet en réalité de laver le matériel et donc d'avoir quelque chose qui est relativement évident à l'œil nu, plutôt qu'avoir une sorte de monceau de poussière que l'on doit vraiment observer attentivement pour séparer ce qui est poussière, cailloux, de ce qui est reste botanique. Alors les analyses de 3 exemples, bien évidemment le tri, l'identification et surtout l'identification à partir de collections de références. Vous ne pouvez pas en botanique, de même qu'en zoologie par exemple, avec ma collègue Fabienne Pigière qui vous a parlé, vous ne pouvez pas identifier des restes biologiques sans avoir une collection de références pertinente derrière. C'est un formatage curieux, mais enfin voilà. Un ordre d'idée de la taille. De manière générale, on arrive quasiment à identifier jusqu'à la variété en carpologie, c'est-à-dire d'arriver en deçà de l'espèce. Donc, si on arrive à déterminer entre un pommier et un poirier, peut arriver qu'on arrive à déterminer la variété de pommes qui aurait été utilisée. Ce n'est pas très fréquent, il faut des bonnes collections de références, et il faut surtout que les variétés aient des traits morphologiques suffisamment différents pour pouvoir les reconnaître. Alors, bien évidemment, à quoi ça sert d'étudier tous ces éléments botaniques, et ça va être le cas pour les autres techniques de recherche, techniques d'analyse, qui sont là les pollens, les phytolithes, les grains d'amidon. L'histoire sociale, l'histoire alimentaire et sociale des groupes étudiés par les plantes consommées, la manière de conserver ou la manière de préparer ces aliments, les lieux et la manière de consommer, que vous mangiez à la cuisine ou dans une salle réservée en particulier, que vous mangiez seul ou à plusieurs. Cela peut être observé par le type de reste, la dispersion des restes dans un contexte archéologique. Bien évidemment, et on en parlera tout à l'heure, le statut social. Quand je parle statut social, je ne parle pas de riche ou de pauvre. Oui, c'est important, mais le statut social dépend de ce que vous êtes réellement au sein d'un groupe. Vous pouvez être femme, vous pouvez être homme, vous pouvez être jeune, vous êtes vieux, vous pouvez être belge, vous pouvez être belge du Hainaut ou belge de Liège. Et donc, toutes ces identités, ces statuts sociaux, en réalité, vont influencer sur la manière dont vous mangez et ce que vous mangez surtout. Enfin, les manières de cultiver et la saisonnalité de l'agriculture, des champs, vraiment du travail de la terre, parce que en fonction des mauvaises herbes qui vont accompagner vos aliments, on pourra savoir très précisément à quelle période ceux-ci ont été soit semés, si vous avez nettoyé vos champs,
et à quelle période ceux-ci ont été récoltés, puisque vous allez ramasser en même temps, bien évidemment, entre guillemets, des mauvaises herbes ou d'autres plantes, j'allais dire indésirables quelque part. Certaines peuvent être toxiques. La plupart du temps, elles sont parfaitement consommables. Et je vous rassure, même actuellement, les farines dites blanches contiennent en tout cas 0,2% d'insectes et puis un tout petit peu plus de mauvaises herbes dedans. Donc, si, j'allais dire, ce problème était un tout petit peu plus aigu il y a 100 ans et avant, il existe toujours et vous avalez toujours un tout petit peu de protéines avec votre pain et votre farine. Enfin, cela nous permet d'étudier la structure du paysage. Sommes-nous dans un paysage complètement ouvert, avec une agriculture intensive? Est-ce que nous sommes face à un paysage plutôt, non pas fermé, mais très hétérogène, de type bocage par exemple? Nous pouvons le voir à partir, non pas des sites archéologiques, mais j'allais dire, de sondages en sédiments naturels pour voir quelle est la pluie pollinique. Pluie carpologique, pardon. Justement, on parle beaucoup de pluie pollinique, c'est-à-dire le pollen léger voyage, se dépose de manière un peu aléatoire partout, mais il faut savoir que les graines également voyagent. Il suffit de penser par exemple à toutes les astéracées, en particulier les pissenlits, vous soufflez dessus et ils peuvent voyager sur plusieurs kilomètres sans aucun problème. Et donc ces plantes vont constituer ce qu'on appelle la pluie carpologique, la pluie de graines qui va se déposer dans un champ de manière tout à fait aléatoire, en sus des plantes qui poussent dans cette localité. Enfin, les rituels, pour autant qu'on ait des restes relativement entiers. 2-3 exemples, évidemment, la plupart du temps, il y a beaucoup de pins, par exemple, préhistoriques au nord des Alpes, dans les Alpes et en Scandinavie qui ont été retrouvés. Mais il suffit de penser au Pérou pour voir à quel point l'apport rituel peut être important, et j'en parlerai justement en troisième partie de cet exposé. Il y a des choses qui restent en anglais, mais ce n'est pas indien qui devait être là. Alors évidemment, il y a un petit souci, c'est que la plupart des restes de plantes, enfin certaines plantes comme certaines parties des plantes ne laissent pas de restes du tout, ne laissent pas ce genre de macro-restes, ces graines, ces noyaux de pêche, ces pépins de pommes par exemple. 2 exemples ici, simplement des racines, qu'on pense à des carottes, là en l'occurrence c'est du panais, en bas des chicons. Eh bien, on mange la totalité, et quand on le mange, on ne laisse aucun reste. La digestion détruit tout, et donc cela pose un problème pour identifier ce type de consommation, ce type de plante en archéologie. Vous savez, bien évidemment, ce n'est pas parce qu'on ne retrouve pas qu'elle n'existe pas. Ça, c'est très clair, il faut faire attention. Et donc, il faut appliquer d'autres types d'analyses pour à la fois les aliments qui ont été complètement transformés ou ceux qui ne laisseraient pas ou peu de traces, comme les racines, les feuilles par exemple. Si vous mangez une salade à midi, nous n'aurons aucune trace de cette salade, à moins qu'elle ait monté en graines. Mais je peux vous dire qu'à ce moment-là, vous n'allez pas vouloir réellement manger de cette salade, les feuilles seront extrêmement coriaces et en général assez amères. Alors, fort heureusement, il y a 2 types d'analyses, les phytolithes. Comme j'ai dit, les phytolithes sont des petits nodules de silice produits par les plantes, en général produits essentiellement par ce qu'on appelle une catégorie de plantes qui s'appelle les monocotylédones. Pour ceux qui ont peut-être fait de la botanique, il y a dicotylédones et les monocotylédones. Si vous vous rappelez de ce que vous avez fait en tant qu'enfant à l'école primaire, en plantant des petites graines dans des pots, eh bien, quand ça commence à pousser, de temps en temps, il n'y a qu'une tige et de temps en temps, il y a 2 petites feuilles. Voilà. C'est la différence entre mono et di. Lorsqu'il n'y a qu'une feuille, c'est monocotylédone. Quand il y en a 2, c'est dicotylédone. Et les monocotylédones, en général, ce sont essentiellement des herbes, ce qu'on appelle des herbacées, des plantes avec des tiges très longues et relativement souples. 2 exemples, bananes, céréales, mais en réalité, oui, toutes les céréales sont des monocotylédones, que ce soit le blé, l'orge, le seigle, par exemple. Et puis, il y a une deuxième technique, les amidons, les grains d'amidon, j'ai déjà mentionné, et là, ça va concerner en réalité la plupart plutôt des racines ou des tubercules ou des rhizomes, avec toute la déclinaison possible botanique des tubercules, de rhizomateux, des rhizomes tuberculeux, tout ce que vous voulez. Mais il faut savoir que les fruits et les graines des fruits ont également des grains d'amidon.
Pourquoi? Eh bien, simplement, j'en parlerai après, mais simplement parce que l'amidon est un moyen de stockage d'énergie pour les plantes. Donc, si vous voulez qu'une graine germe, il faut qu'elle ait de l'énergie, et elle doit puiser cette énergie de quelque part. Alors, très souvent, c'est sous forme d'amidon que cette énergie a été stockée. Je vais passer assez rapidement. Les phytolithes, il y en a beaucoup de classes, des calcium oxalates, etc., etc. Ce qui nous intéresse, bien évidemment, c'est les phytolithes de silice. Et alors, très rapidement, ils s'observent, bien évidemment, au microscope. Vous voyez la taille entre 20 et 400 microns, c'est moins d'un demi-millimètre. La plupart du temps, c'est plutôt autour de 20 microns. Mais ce qui est très intéressant avec ces nodules de silice, c'est que ce n'est pas un matériel organique, c'est un minéral et donc il est extrêmement résistant. Il est résistant à la fois aux attaques biologiques, les animaux ne vont pas le manger, hein, et puis par ailleurs, il va être très résistant également aux aspects mécaniques, aux modifications dans les sédiments, par exemple. Ils ne vont pas se casser comme ce serait le cas de charbon de bois, comme ce serait le cas de graines ou de gros noyaux, par exemple. Je vais passer très rapidement. En réalité, les phytolithes ne se rencontrent pas dans toutes les plantes, je l'ai dit, plutôt dans les monocotylédones. En réalité, les plantes absorbent ou non cette silice par le sol. Je passe très rapidement là-dessus. Certaines ont des barrières, n'acceptent absolument pas l'absorption de cette silice. D'autres l'absorbent de manière complètement indiscriminée. Et vous voyez tout de suite ce que cela peut donner entre différentes plantes. Certaines plantes auront beaucoup de silice et d'autres peu ou pas du tout. Et alors, lorsque la plante prend cette silice, où est-ce qu'elle va aller en réalité? La silice, a priori, ce n'est pas un élément que l'on peut utiliser pour vivre comme énergie. Ça se saurait. Bon, à part pour produire l'énergie solaire, mais enfin, c'est un élément un peu secondaire. En réalité, la silice est inutile, entre guillemets, pour les plantes. Et elle va se déposer dans ces plantes. Elle va se déposer à la fois dans les cellules et entre les cellules. Là encore, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire que le phytolithe, la forme du phytolithe, va être représentative du lieu où il se dépose. Donc, s'il se dépose à l'intérieur d'une cellule, il va prendre la forme de la cellule. S'il se dépose entre les cellules, il aura la forme d'une sorte d'arborescence. Vous le voyez ici, par exemple, caractérisée par l'agencement simplement cellulaire de la plante. Et donc, problème parce que, d'abord, si la plante est jeune, elle aura très peu de silice, elle n'a pas eu assez de temps pour en déposer beaucoup, soit dans les cellules, soit entre les cellules. Et deuxièmement, il y a un lien un peu plus loin, mais je m'avance déjà, si vous avez à la fois de la silice dans les cellules et entre les cellules, il est bien évident que vous auriez des formes différentes. Il est bien évident aussi que si les tissus sont à peu près identiques ou la forme des cellules est identique d'une plante à l'autre, vous allez avoir à peu près la même forme d'une plante à l'autre. Et là, ce sont deux limites de l'analyse phytolithaire. À la fois, vous allez retrouver les mêmes éléments ou les mêmes formes d'une plante à l'autre, vous pouvez, pas toujours. Et puis à la fois, dans une même plante, en fonction de la partie de la plante, vous allez avoir des phytolithes de formes différentes. Alors évidemment, ça complique beaucoup notre travail. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin, encore une fois, de collections de références extrêmement importantes et extrêmement bien constituées. J'ai mentionné le fait qu'on savait que la plante n'utilisait pas cette silice comme énergie. En réalité, elle a probablement une utilité. Et une des premières, c'est un excédent physiologique. Simplement, elle ne sait pas quoi en faire. Elle essaie de s'en débarrasser, mais en réalité, pour être vulgaire, les plantes ne font pas caca. Donc, il faut bien qu'elle la stocke quelque part. Et donc, elle va stocker où elle peut, c'est-à-dire entre les cellules. Et puis, la deuxième possibilité, c'est que la plante va utiliser cette silice pour, en réalité, se faire une sorte de squelette, un peu comme certains des insectes qui vont développer ce squelette externe, ce qu'on appelle un exosquelette. En l'occurrence, pour les phytolithes, ça va être un endosquelette. Parce que la plupart des plantes qui ont beaucoup de phytolithes, en réalité, ce sont des plantes qui n'ont pas de bois. Donc, les monocotylédones ne sont pas des arbres, ce sont des herbacées. Le palmier n'est pas un arbre. Le palmier est une grande herbe, même si l'herbe fait 20 mètres. En réalité, c'est une herbe. Ça fait partie des monocotylédones.
Et pour que ce palmier de 20 mètres puisse tenir, il faut bien qu'il y ait un élément dedans. Sinon, il serait complètement avachi, en train de faire 3 courbes, etc. Ce n'est pas le cas. Et ils peuvent même résister des cyclones ou des tempêtes extrêmement fortes. Et on pense que la silice vient ici rigidifier justement les parties érigées, les troncs par exemple, des monocotylédones. Une autre possibilité, c'est ce qu'on appelle la coévolution. C'est relativement peu agréable de manger des phytolithes. Si vous avez déjà mangé du pain très complet, c'est-à-dire avec vraiment toute l'enveloppe de la céréale autour, vous verrez, ça crise beaucoup dans les dents. Mais franchement. Et puis il y a des plantes qui ont tellement de silice qu'en réalité, il vaut mieux pas en manger. Par exemple, la feuille de rhubarbe, on déconseille de manger. Ils ont des phytolithes, c'est des oxalates de calcium. Il en a tellement que ça en devient toxique pour vos reins. Donc vos reins peuvent cesser de fonctionner à cause de ça. La toxicité ne vient pas d'une autre substance, mais vient de la charge en phytolithes, en l'occurrence des oxalates de calcium, dans la feuille. Et on pense qu'un certain nombre de plantes ont développé cette forme de défense contre les herbivores pour éviter de se faire boulotter systématiquement. Et puis enfin, il y a un autre aspect, parce qu'on a réalisé que dans ces phytolithes de silice, essentiellement, il y avait beaucoup des fois d'aluminium. Or, l'aluminium est un élément très toxique pour les plantes. Et on pense que les phytolithes ou la production de phytolithes dans les plantes permet de piéger cet aluminium, et donc de le rendre complètement inerte pour la plante, non dangereux. Je l'ai mentionné, c'est un minéral donc résistant, résistance mécanique et biologique. Il peut donc se conserver à très long terme. Et quand je dis à très long terme, il peut se conserver non pas sur des centaines ou des milliers d'années. J'ai des collègues qui travaillent sur des phytolithes qui proviennent de dents de dinosaures herbivores. Je pense que c'est à peu près 65 millions d'années. Donc la résistance est extrêmement forte et longue. Ce qui est intéressant, c'est que ces éléments se retrouvent aussi bien sur des éléments de culture matérielle que sur le squelette humain. Je mentionnais au début les dents, tractus intestinal, mais aussi beaucoup et surtout ce qui est instrument de mouture, puisque c'est lors de ce processus que la balle de céréales va pouvoir être éliminée. Et en général, il vaut mieux écraser un élément pour pouvoir l'ingérer que le manger entier, surtout en ce qui concerne les céréales. Rapidement, les limites, je les ai déjà mentionnées. Toutes les plantes ne produisent pas ces phytolithes. Certaines plantes donc ne vont pas apparaître du tout dans notre registre. Et puis, par ailleurs, je l'ai mentionné également, la multiplicité. Une seule plante peut produire plusieurs types de phytolithes. En l'occurrence, là, le cas du maïs. Ça peut devenir un tout petit peu ennuyant. Mais je vous rassure, ces deux éléments sont tout à fait uniques au maïs. Donc, ça permet heureusement de pouvoir identifier le maïs à partir de cela. Par contre, vous avez le même élément qui apparaît à la fois dans le maïs et dans la théocinthe, et la théocinthe est supposée avoir été l'ancêtre du maïs. Et vous savez que peut-être, ou peut-être pas, qu'en fait, on n'a pas d'intermédiaire entre le maïs domestiqué actuellement et son géniteur sauvage. Il y a beaucoup de plantes pour lesquelles on a toute la série, la plante sauvage qui peu à peu, etc. Pour le maïs, c'est très embêtant, on ne l'a pas. Donc on a un saut, on a tout d'un coup du maïs domestique, un élément domestique, on a un élément sauvage, on n'a absolument pas les étapes intermédiaires. Ce qui a du reste provoqué beaucoup de problèmes d'identification et d'interprétation sur l'origine du maïs, où il a été effectivement domestiqué, de quelle manière il a été diffusé dans l'ensemble des Amériques. Mais vous voyez, en l'occurrence, 2-3 petites différences, mais en l'occurrence, c'est à peu près la même chose. Passons au grain d'amidon. Je vous ai dit que vous en aviez probablement ingéré beaucoup à midi. Je suis également très certain que vous en aviez beaucoup sur vos mains, même si vous êtes lavé les mains après. Les grains d'amidon sont extrêmement collants, ils sont ubiquistes, on les trouve vraiment partout. C'est un avantage parce qu'ils peuvent du coup se retrouver sur beaucoup de supports différents. C'est un désavantage au niveau des analyses parce qu'il faut faire très attention pour les contaminations, surtout en laboratoire. Donc, on doit absolument tenter de détruire tout ce qui pourrait être contaminant dans un laboratoire, porter des gants bien évidemment, éviter de se maquiller par exemple, parce qu'il y a systématiquement de l'amidon dans beaucoup de produits de maquillage. Tout un ensemble d'éléments qui fait que la technique est
très à la fois pertinente pour l'archéologie, elle est très fiable aussi au niveau des identifications, mais elle a ce problème de la contamination très facile. Alors, qu'est-ce que le grain d'amidon? 2-3 rappels, 2-3 trucs un peu chimiques et techniques comme dessert, j'allais dire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout que c'est un des éléments les plus répandus après la cellulose dans le monde végétal. Et donc, réellement, travailler avec les grains d'amidon, c'est un gros avantage parce que le 99% quasiment des plantes en produisent. Un autre aspect technique, il y a 2 types d'amidon. Il faut cette énergie, donc les plantes stockent une partie de leur énergie sous forme d'amidon. Mais bien évidemment, il faut transporter cette énergie entre les cellules et les lieux où elles ont été stockées, ce qu'on appelle l'amidon dit transitoire, qui n'est pas diagnostique. L'autre l'est par contre complètement, et il est diagnostique jusqu'à l'espèce de manière assez systématique. Un aspect intéressant, c'est qu'en réalité, l'amidon, on a l'impression que c'est quelque chose qui est très, j'allais dire faible, enfin qui peut être attaqué très facilement par les bactéries. En réalité, pas du tout. L'amidon est protégé par une enveloppe extrêmement résistante, ce qui le rend très intéressant en archéologie parce qu'il va effectivement quand même pouvoir résister. Ce qui pose un problème pour l'alimentation, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment pouvoir l'utiliser comme source d'énergie pour votre corps, vous devez détruire cette enveloppe. Et une des manières les plus simples de détruire l'enveloppe, c'est de cuire les aliments, cuire les plantes qui ont cet amidon. Si vous mangez une pomme de terre crue, vous allez mettre un moment avant de la digérer. Ça, c'est très clair. Si vous la mangez cuite, ça passera comme une lettre à la poste. Donc vous voyez tout de suite le problème de la digestion. Si le corps ne peut pas attaquer cette enveloppe, eh ben, les bactéries vont se développer, vont essayer de faire quelque chose, mais en fait rien du tout. Enfin, elle va faire quelque chose, vous allez avoir des flatulences. Mais si cette enveloppe est... Et du coup, le corps ne peut pas du tout utiliser cette énergie. Par contre, si c'est complètement détruit, oui, les enzymes peuvent attaquer directement les saccharides, donc l'amidon, et l'extraire, et pouvoir le faire le transmettre, j'allais dire, au corps et aux différentes cellules de votre corps par la paroi intestinale. Je l'ai mentionné, morphologie et composition est presque propre à chaque espèce. Il y a quand même une certaine variabilité interne. Pomme de terre va produire effectivement une forme un peu standard de grain d'amidon, mais vous allez pouvoir avoir des tailles un peu différentes et de temps en temps, vous allez avoir un amidon différent. Donc, ça peut poser des problèmes, mais de manière générale, la morphologie est propre et la composition est propre à chaque espèce. Quand je dis composition, c'est qu'il faut revenir à un dia antérieur parce que l'amidon est composé de 2 polysaccharides, l'amylose et l'amylopectine, et ces 2 composants sont chaque fois en proportion différente dans chaque plante. Enfin, par espèce de plante, les différentes proportions sont différentes. Alors pourquoi c'est intéressant? Simplement parce que et la raison pour laquelle je vous montre des très belles photos noir et blanc et pas en couleur, c'est qu'on travaille en lumière noire, c'est-à-dire en lumière polarisée au microscope. C'est-à-dire qu'on va diriger la lumière que sur un seul plan et pas dans toutes les directions comme dans cette salle. Et lorsque cela traverse le système, en réalité, si le système a 2 éléments différents qui réfléchissent la lumière de manière différente, eh bien, elle va transmettre cette lumière de manière différente. C'est ce qui arrive pour les amidons. Ces croix, ces zones d'ombre et ces zones lumineuses, en fait, c'est dû à la composition binaire de l'amidon qui va, de ces 2 éléments qui vont transmettre la lumière à des vitesses différentes, provoquer des zones d'ombre ou au contraire les allumer. Et donc, rien qu'en les regardant au niveau visuel, enfin, regarder au niveau visuel, c'est bien ça, mais rien qu'en les regardant, on peut déjà identifier quasiment jusqu'à l'espèce. Après, évidemment, on a des moyens chimiques pour essayer de voir quelle est la relation et les pourcentages réels des différents éléments au sein du système, mais c'est une technique relativement facile et rapide. Je ne m'étendrai pas sur les apports parce que ce sont les mêmes à peu près que la carpologie et les phytolithes. Mais par contre, il faut savoir qu'évidemment, tous les processus de préparation, que ce soit pour écraser ou que ce soit en cuisant,
eh bien, ces processus détruisent les amidons. Ils les font éclater donc l'enveloppe. Mais ce qui est intéressant, c'est que les différents processus de préparation ne font pas les mêmes dégâts. En A, vous avez un grain d'amidon à peu près normal. En B, en lumière polarisée. En C, vous avez en fait le même amidon mais cuit. Et on sait que c'est cuit parce qu'il est gélatinisé. En D, vous avez l'amidon archéologique, un peu différent. Et là, en fait, cette énorme fracture au milieu indique que cet amidon a été moulu. Et donc, vous voyez, directement, on arrive à dire, en retrouvant s'il y a eu un processus particulier de préparation ou pas. Il est clair que lorsque vous avez ça dans une céramique, c'est très embêtant parce que vous savez que ça a été cuit, mais vous ne savez plus dire ce que c'est. Petit problème. Autre limite, c'est que toutes les plantes ne produisent quand même pas d'amidon. Certaines plantes stockent leur énergie sous une forme différente. Je ne sais pas si vous avez reconnu les différentes plantes. La carotte, j'espère quand même. Le premier, c'était les salsifis ou scorsonnaires. Et le troisième, c'est les topinambours. Et en réalité, si vous n'avez pas l'habitude de manger, en tout cas scorsonnaires, salsifis et topinambours, qui ont des chaînes saccharides très très longues, en général, vous avez des problèmes digestifs. Voilà. La carotte est relativement digestible, c'est du sucre en réalité. Par contre, scorsonnaires et topinambours, c'est de l'inuline. Mais il y a relativement peu de plantes qui stockent l'énergie de cette manière. Et en réalité, ce sont toutes des plantes de la même famille botanique, la famille des apiacées ou ombellifères. Donc ces trois plantes font partie de la même famille botanique. Rapidement, le quatrième élément, la palynologie. La palynologie a été beaucoup utilisée il y a 30 ans en archéologie. Actuellement, il n'y a quasiment plus d'archéopalynologistes ou d'archéopalynologues. Pour ne pas faire d'anglicisme. C'est dû simplement au fait que beaucoup de personnes qui travaillaient sont parties à la retraite, n'ont pas été remplacées. Et là, je parle au niveau européen, en réalité. Or, la palynologie peut apporter énormément d'informations sur l'alimentation, en particulier lorsqu'il s'agit de préparation, non pas à base de fleurs, quoique, mais il suffit de penser au miel. Le miel est un produit qui provient des fleurs. Et donc, la palynologie permet d'identifier très précisément, en général, l'origine des miels. Un collègue qui travaille aussi à l'Institut du Royal des sciences naturelles, qui a travaillé sur des latrines à Bruges, a pu identifier des miels venant d'Espagne. Alors, c'est pas très... durant le Moyen-Âge, ce qui est moyennement surprenant, étant donné qu'on était en pleine Flandre espagnole. Mais enfin, c'est surprenant quand même de faire venir du miel d'Espagne. Il y avait quand même des abeilles en Belgique au Moyen-Âge, ou en Flandre espagnole au Moyen-Âge. Mais ce qui peut vous indiquer à quel point la palynologie peut quand même être utile et peut donner des informations pertinentes, moins sur le côté alimentaire, parce que ça serait belge ou pas, voilà, c'est du miel, mais simplement sur le commerce, sur les processus économiques qui sous-tendent. Alors, la palynologie, d'une manière générale, s'intéresse aussi à d'autres éléments. Je l'ai mentionné, ce qu'on appelle les NPP, les non-pollen palynomorphes, tout ce qui n'est pas pollen, mais tout ce qui est très petit. Alors, il y a beaucoup de parasites, en réalité. Trichoris, Ascaris, ce sont des œufs de parasites qu'on retrouve assez systématiquement dans le tractus intestinal. Permettent aussi d'identifier la santé des populations, la santé de l'être humain. Si vous avez des parasites intestinaux, on va le voir par le biais de la palynologie au niveau des coprolites, par exemple. C'est vrai que la palynologie a plutôt été utilisée pour le paléenvironnement. Et donc j'en fais un peu référence ici. C'est bien évidemment l'évolution des paysages. Et si j'en parle, c'est que l'évolution du paysage veut dire, est-ce que on est dans un paysage forestier, un paysage ouvert, un paysage agraire? Est-ce que nous sommes dans des prairies? Est-ce que c'est vraiment cultivé? Quel type de culture? Bien évidemment, toutes les plantes, à un moment donné, fleurissent, sinon il n'y aurait pas de graines. En tout cas, pour les plantes à graines, je ne parle pas évidemment des plantes à racines, mais bon, même le manioc fleurit à un moment donné ou un autre, par exemple, même si on le cultive, on le récolte avant floraison. Et donc, la palynologie permet quand même d'avoir des indications très directes sur le type d'agriculture et donc sur le type d'alimentation au cours du temps parmi les différents groupes culturels identifiés.
Sinon, c'est à peu près la même chose que la carpologie, identification des rythmes agro-silvopastoraux, c'est-à-dire les périodes de jachère, à quelle période on sème, quel type de mauvaises herbes poussent dans les champs ou ne poussent pas, sont arrachées ou pas, etc. Là encore, et je l'ai relativement peu mentionné en fait pour les phytolithes et les grains-amidons, on arrive à repérer beaucoup de rituels avec la palynologie comme avec la carpologie. Il est clair que, par exemple, la carpologie ne va pas pouvoir identifier les dépôts de fleurs dans les tombes ou associés aux défunts. La palynologie le peut. C'est quand même utile. Et j'en viens maintenant à ma deuxième partie. Donc, après avoir présenté, j'espère pas trop rapidement, les méthodes les plus couramment utilisées, enfin les méthodes botaniques utilisées en archéologie, j'aimerais commencer quelque chose un peu plus interactif, histoire aussi de me reposer la voix, et donc de parler du petit travail que je vous ai demandé, à savoir de rédiger ou de penser et de m'envoyer une recette ou un plat traditionnel ou dit traditionnel que vous ou votre famille ou j'allais dire, votre groupe social mange, enfin, fabrique, prépare et consomme. Et ce travail, d'abord, c'était bien évidemment pour rendre un tout petit peu la session un tout petit peu plus interactive plutôt que je doive parler pendant 2 heures. Mais surtout, moi, je voulais vous faire réfléchir sur les 3 points qui sont ici marqués, sur la notion de tradition, sur la notion de localité versus exogénéité, enfin tout ce qui viendrait d'autre part, et puis surtout sur la notion d'identité sociale et culturelle. Et si je voulais parler de ces 3 aspects, c'est qu'en réalité, on va les retrouver en 3e partie pour les 2 sites péruviens. Qu'est-ce qui est local, qu'est-ce qui est exogène, et qu'est-ce qui fait partie d'une identité sociale, qu'est-ce qui permet d'identifier une caractéristique sociale, un groupe social ou une identité culturelle. En réalité, et pour commencer par la tradition, je pense que c'est important d'en parler en archéologie alimentaire parce que, comme toute archéologie, on n'est pas du tout, on n'est pas séparé, j'allais dire, de la vie de tous les jours. On n'est pas séparé, certainement pas du monde politique. Et il y a beaucoup de discussions, beaucoup en France, mais aussi en Belgique, sur ce qui est local et sur ce qui vient d'autre part. Alors, il y a les autochtones et les allochtones, qui est un terme que j'ai appris en Belgique, allochtone, très joli. On dirait plutôt étranger dans l'autre pays, mais enfin, ça revient exactement au même. On pourrait parler d'aborigènes, qui sont des origines, des personnes qui sont du lieu. Mais en réalité, la notion de tradition, la notion d'être du lieu, à quoi correspond-elle? Est-ce qu'il faut remonter sur 500 ans pour dire que c'est une tradition? Est-ce que 10 ans suffisent à dire que non, finalement, moi je suis né ou je vis depuis 10 ans ici à Bruxelles, eh bien, je me sens parfaitement bruxellois, etc., etc. Et donc, pour moi, c'est une notion qui n'est pas si absurde, en tout cas certainement pas en archéologie ni en archéologie alimentaire, qui l'est encore moins au niveau social et actuel, au niveau de ce qu'on peut vivre tous les jours. Et vos textes ont été assez intéressants parce que certaines personnes m'ont dit « en réalité, on n'a pas de tradition ». Et en fait, après, elles m'ont exactement dit le contraire. Il y a quelque chose que l'on mange systématiquement à une date systématique. Et donc, vous voyez que vous-même, vous pensez « mais non, traditionnel, c'est quoi? Non, c'est les abrutis qui se déguisent pour une fête de village avec un machin, chapeau, des gros sabots, enfin voilà. » Non. Nous sommes tous traditionnels, nous avons tous des éléments systématiques récurrents que nous faisons à des dates systématiques et récurrentes. Dans ce cadre, en réalité, l'alimentation est constitue un élément qui est très puissant dans ce qu'on appelle tradition ou identité, parce que, évidemment, l'identité se base toujours sur une tradition. Je
je vais vous citer en tout cas un exemple pour le Pérou, mais il y a un autre exemple très intéressant pour la Belgique, je ne sais pas si vous vous rappelez. En réalité, depuis 10 ans au Pérou, il y a une sorte de ressurgimiento de la cuisine. La cuisine est devenue quelque chose, est devenue un but national, est devenue une priorité nationale. Et quand je dis, ce n'est pas une ânerie, vous pouvez demander au professeur Eckhout. D'abord, maintenant on mange excellemment au Pérou, c'est vraiment mais maintenant c'est vraiment une mecque culinaire. Il y a des chefs 3 étoiles reconnus, c'est le prix San Pellegrino, tout ce que vous voulez. Mais il est tout à fait étonnant de voir à quel point le Pérou a sauté sur la cuisine pour se promouvoir à l'extérieur et surtout pour essayer d'avoir une cohésion sociale interne. Le Pérou est un pays très divers au niveau des mélanges phénotypiques, pour parler correctement, c'est-à-dire, j'aime pas utiliser le mot race parce qu'en biologie ça veut rien dire. Enfin, des couleurs de peau, il y a eu beaucoup de mélanges. Les Espagnols ont classé la population en fonction de qui se mélangeait avec qui. Il y a à peu près 20 types différents de peau, etc. Enfin, c'est très impressionnant. Le Pérou est très imprégné de ça, en fait. Il y a donc beaucoup de racisme, il y a beaucoup de rejet de l'autre au Pérou. Donc il y a une cohésion nationale assez difficile, sans parler d'une extrême pauvreté qui côtoie une extrême richesse. Alors, comment faire prendre la mayonnaise dans ce pays? En réalité, comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de nouveau une guerre civile extrêmement meurtrière qui a duré 10 ans, même un peu plus. Je ne sais pas, mais la personne qui a pensé à la cuisine a été, je ne sais pas s'il savait ce qu'il allait faire, mais c'était très subtil, parce que il n'y a pas une seule semaine que vous n'ayez pas dans un journal péruvien quelque chose sur la cuisine, sur le plan national, sur un concours culinaire dans une région. Qui produit la meilleure trucmuche? Qui produit... C'est ahurissant. Et donc, c'est une utilisation politique, à la fois interne, de cohésion sociale, puis à la fois externe, parce que le pisco est devenu complètement péruvien. C'est un alcool, c'est une grappa locale. Parce que le Chili en produit aussi, mais c'est le pays voisin, donc c'est un peu dérangeant. Donc là, le pisco est péruvien, point. La pomme de terre est péruvienne. Certains me l'ont dit, oui, mais quel Pérou? Le Pérou actuel ou le Pérou où ça a été domestiqué? Enfin, qu'est-ce qu'on considère comme un territoire actuel? Et lorsque, par exemple, je vais dire, moins au niveau du nationalisme, mais lorsque vous allez identifier une domestication, par exemple, de la quinoa, une Chenopodiaceae, que l'on trouve dans beaucoup de magasins ici en Belgique, ça vaut bio ou pas, eh bien, lorsque je dis que la quinoa est originaire des hauts plateaux andins entre la Bolivie et le Pérou actuel, je fais en sorte qu'une société basée en Californie, je crois que c'est la Californie, mais je ne suis pas sûr, c'est peut-être au Texas, qui a développé soi-disant une variété de quinoa, a déposé cette variété en propriété intellectuelle et donc a interdit d'utilisation les paysans de cette variété qui était existante, eh bien, j'arrive à faire invalider cette propriété intellectuelle par les tribunaux. Donc en réalité, je vais peut-être très loin, mais voilà, identification, tradition, qu'est-ce qui est tradition, qu'est-ce qui ne l'est pas. Des fois, en tant qu'archéobotaniste, on peut jouer un peu avec le feu et on sait que nos identifications vont avoir des répercussions. Et alors, j'ai mentionné, il y a un élément en Belgique traditionnel très important qui a été proposé à propos d'une plante, il y a quoi, 4 mois, 6 mois? Est-ce que quelqu'un a une idée, y compris parmi la frite? Oui. Et oui, la frite a été proposée comme patrimoine immatériel de l'UNESCO, enfin patrimoine immatériel de l'humanité. Bon. Alors je ferai le même commentaire que pour le Pérou. Est-ce que la Belgique est tombée? C'était un éditorial en plus du soir. Est-ce que la Belgique est tombée aussi bas que ça, au niveau de la cohésion nationale, pour proposer la frite comme cohésion nationale? Bon. Ben, la réponse vous appartient. Alors, notion de localité et exogénéité. Là encore, en faisant ce petit travail, je voulais que vous réfléchissiez à la fois sur ce que l'on peut considérer comme un produit local et depuis quand. Il est vrai
que la plupart des produits maintenant sont cultivés localement. Mais lorsque l'on parle, par exemple, de plats traditionnels type ratatouille du sud de la France, d'abord il faut savoir que c'est une invention de la fin du 19e siècle, et ensuite qu'aucun de ces ingrédients n'est français à la base, ils sont tous américains, sauf l'oignon, je vous le laisse, et l'ail. Et donc, quand on parle de plats traditionnels, il faut bien se rendre compte à quel point on intègre relativement rapidement des éléments exogènes dans sa vie de tous les jours, en les considérant finalement comme complètement locaux. Je laisse la notion d'identité sociale et culturelle pour tout à l'heure. Mais là également, une partie des textes que vous m'avez envoyés, on le verra parce que je vais les passer en revue, enfin pas passer en revue chacun, mais enfin, j'ai fait une petite synthèse. Mais j'aimerais aussi répondre peut-être sur des erreurs que vous m'avez transmises. Rassurez-vous, je ne transmets pas les noms, comme beaucoup m'ont demandé. Mais il n'y a pas de honte à aimer les crêpes ou je ne sais pas quoi. Je vais simplement répondre assez rapidement à 2-3 commentaires pour rectifier des erreurs éventuelles. Mais ce que je voulais vous faire travailler, c'est effectivement à quoi vous vous identifiez quand vous mangez. J'ai eu l'exemple de la mitraillette. Et je trouvais que c'était un excellent exemple finalement, parce que ça représente un groupe social très particulier et un moment dans la journée aussi très particulier. Il est très clair que les crêpes sont évidemment associées à la Chandeleur, que la galette des rois au roi, etc. Il y a évidemment des recettes familiales, mais je trouve que cet exemple de mitraillette sortait complètement du lot, mais surtout, c'est à quel point votre identité de fin de soirée, en ayant un tout petit peu trop bu, permet de vous identifier à votre collègue qui va aussi commander une mitraillette pour essayer de faire basse avant de prendre la voiture. Mais en réalité, donc vous voyez que votre identité sociale peut changer d'un moment à l'autre. Simplement, en fin de soirée, vous vous identifiez au travers de la mitraillette. Il y a deux, trois éléments, les raisons pour lesquelles, parce que, évidemment, ça c'est des règles d'anthropologie alimentaire. Les humains sont les seuls qui suivent des règles concernant la nourriture, la manière de se nourrir, avec qui ils se nourrissent, et puis surtout le choix des aliments. Nous, humains, consommons extrêmement peu d'aliments par rapport à ce qui est réellement disponible et consommable. Je pense qu'on consomme à peine le 10% réellement, que ce soit des plantes ou des animaux, de ce que l'on pourrait effectivement consommer. Donc nous effectuons des choix permanents par rapport à nos goûts, par rapport à notre culture. Alors pour en venir, quand je tape très bêtement plat traditionnel, ce n'est pas si anodin que ça, vous voyez les chiffres, 2 millions et quelques sur Google directement, qui se réclament de plats traditionnels, 500 000 images, il y a énormément de vidéos aussi, plats typiques aussi, voilà. Donc la notion de tradition est très présente parmi tout le monde, et sur Internet en tout cas, et se réclame de quelque chose. Et en réalité, la tradition a été beaucoup utilisée à tort et à travers pour dire c'est quelque chose de traditionnel, il faut le protéger. On attente à nos traditions, on a essayé d'imposer autre chose, etc. Bon, bref. Une tradition actuellement en anthropologie, c'est quelque chose qui est récurrent. C'est un élément social, culturel récurrent qui se déroule dans un contexte précis, là aussi récurrent, en général toujours le même contexte, mais sur seulement une génération, c'est-à-dire sur 20 ans. En 20 ans, on estime maintenant qu'il y a tradition. C'est pour ça que je vous ai demandé de rédiger quelque chose que vous pourriez manger, vous, votre famille ou en groupe, depuis au moins, j'allais dire, une génération, parce que cela constitue à ce moment-là une tradition. Et donc, vous voyez, se réclamer d'une tradition lorsque, actuellement, en 20 ans, on peut faire des nouvelles traditions, ça devient un peu ridicule, en tout cas au niveau du discours politique général. Alors, localité, exogénéité, je vais passer très rapidement. Vous l'avez mentionné vous-même, il y a dans vos recettes des plantes qui viennent du monde entier. Les plantes voyagent énormément, voyagent par le vent, l'eau. Très curieusement aussi par les climats et glaciations. Alors, les plantes ne se déplacent pas avec leurs petites jambes, mais en réalité, en se replantant au fur et à mesure de glaciation ou de réchauffement, elles se déplacent. Et vous avez par exemple dans les Alpes actuellement des flores, certaines plantes qui sont identiques à celles de Scandinavie.
Simplement, à un moment donné, c'est-à-dire au moment des glaciations, certaines sont montées en altitude parce que c'était plus proche, et d'autres ont essaimé un peu plus au nord pour aller un peu plus au froid ou essayer d'échapper à quelque chose. Et en réalité, au moment de la déglaciation, à la fin du Quaternaire, eh ben, vous avez un isolat dans les Alpes et puis vous avez un autre truc en Scandinavie. Mais en réalité, ces plantes se sont bel et bien déplacées peu à peu. Et puis surtout, les animaux et les êtres humains peuvent transporter des plantes. Là, vous avez un exemple de Bardane qui a donné une bonne idée à un ingénieur suisse de réaliser la bande velcro, parce que c'est des choses qui s'attachent extrêmement facilement avec les petits crochets qui agrémentent ces tiges. Bien évidemment, colonisation, conquête, déplacement de population font déplacer les plantes et les produits. Enfin, quelque chose dont on parle actuellement beaucoup, surtout au niveau de la biodiversité, ce qu'on appelle les plantes invasives, parce qu'elles posent de réels problèmes par rapport aux flores locales. Je parle de plantes, mais c'est la même chose pour les animaux. Ce sont tous les contaminants, tout ce qu'on apporte de manière involontaire avec nous, dans nos bagages, dans les caisses en bois qui transportent les végétaux, les plantes, avec les animaux par exemple, différents éléments. En Australie, on sait quelque chose, en essayant d'importer d'abord des chats pour lutter contre, et ensuite autre chose pour lutter contre les chats, etc. etc. Et ils se retrouvent actuellement avec un nombre absurde de plantes et d'animaux dont ils ne savent comment se défaire et qu'ils tentent désespérément de maîtriser. Pour mémoire, les différents foyers de domestication des plantes, il y en a beaucoup. En réalité, on a beaucoup évolué au cours du temps et en sciences. Je ne vais pas forcément lister, je peux vous envoyer par courrier électronique les différentes plantes et animaux qui s'y réfèrent, en tout cas les principaux. Bien évidemment, ce qui va beaucoup nous occuper, c'est ce petit cercle ici, les Andes centrales, qui est un centre de domestication, en tout cas pour les Canopodiacées, pour la pomme de terre, mais également pour la marante, pour les courges. La courge, ce qu'on appelle la courge de Siam, par exemple, qui est une courge d'altitude, qui n'est pas une courge de basse terre. Mais toute cette région englobe bien évidemment aussi les altitudes moyennes, voire la côte. Et vous avez encore le haricot, le piment, le coton à tige à fibres longues, le petit marron, le butternut, beaucoup de types de courges en réalité, de haricots et de piments. J'en parlerai peut-être dans vos différents travaux, mais j'ai vos adresses électroniques que je peux vous envoyer, en tout cas la liste. Je l'ai ici, mais elle est relativement mal formatée. Je parlais évidemment des statuts sociaux et identités culturelles. On ne mange pas la même chose dans des environnements différents et avec des statuts sociaux différents. Je n'aime pas utiliser le terme de classe sociale parce que le statut social ne dépend pas forcément du fait que vous soyez riche ou pas. Identité culturelle, élément type, voilà, vous reconnaissez peut-être immédiatement dans certains produits ou pas. Des produits chers, donc qui ont une signification d'un statut social élevé, avec une potentialité économique importante, ou pas. Mais l'on sait que le statut social en anthropologie, et surtout en anthropologie alimentaire, n'est pas seulement lié à ce qui peut être cher et donc rare, ou rare et donc cher plutôt, et qui viendrait de loin, comme la truffe ou comme des épices. Le Moyen-Âge est un exemple type, évidemment, utilise beaucoup d'épices, c'est quelque chose de cher puisque ça vient de loin. Donc plus vous allez être riche, plus vous allez utiliser des épices dans votre alimentation. Ça se vérifie, en tout cas dans les latrines, par exemple d'auberges à Namur, où vous avez des auberges qui accueillent des bourgeois ou des commerçants relativement aisés, qui ont des spectres de plantes complètement différents par rapport à d'autres maisons beaucoup plus modestes. Dans le statut social, suivant les sociétés, suivant le type, la structuration de la société ou du groupe social, peuvent être aussi exprimés par des quantités. Vous allez utiliser les mêmes produits, mais dans des quantités différentes. Vous pouvez manger tous les jours des artichauts et des pommes de terre, mais si vous voulez vraiment impressionner vos amis ou vos commensaux parce que vous avez une invitation, vous allez créer un gratin de 3 tonnes, par exemple. Ou
en tout cas, c'est quelque chose qui est très bien étudié en Mélanésie et Polynésie, où le cochon est un produit de base de tous les jours, mais si vous êtes impressionné lors des fêtes de village, la personne qui invite, ce n'est pas un cochon, c'est des centaines de cochons qui sont sacrifiés et mangés. Et puis, le statut social peut aussi être représenté par le type de préparation. On a à peu près les mêmes ingrédients, une soupe, une œuvre d'art. On sait par exemple que le Japon a beaucoup travaillé justement sur l'aspect présentation des plats. Pourquoi ? Bien parce que très longtemps, et pendant plusieurs siècles, le Japon s'est isolé du reste des pays, que ce soit de la Chine ou même de l'Occident. Au Japon, il y a relativement plus ou moins les mêmes écologies, sauf celui des Nord, ça change quand même, mais vous avez à peu près les mêmes plantes de base, le riz. Au niveau des poissons et des produits de la mer, c'est à peu près les mêmes. Et donc, comment pouvoir réellement se différencier de l'autre quand on est très riche, quand on est empereur ou shogun, d'un paysan, si tous les deux mangent du riz? Eh bien, c'est la manière dont vous allez présenter ce riz. Là, en l'occurrence, c'est un exemple du Vietnam, mais on est dans le même système pour le légumes sculptés, je voulais dire, hein, pas pour la soupe. Mais au Vietnam, on a bien, et effectivement, le pho, la soupe, et ça en même temps. Ça, ces légumes sculptés, c'est la cuisine dite impériale de Hue. Donc, il y a vraiment un élément derrière de classe sociale et de statut social complètement différent. Alors, venons-en à ce que vous avez proposé, vous, comme plat. Malgré les dénégations de votre part, beaucoup de plats ont quand même des origines initiales, des origines religieuses, des origines régionales, qui n'ont rien à voir avec des fêtes religieuses. Il est bien évident que chacun d'entre vous, chacun de vos familles, réinterprète ces plats. Ce n'est pas parce que vous mangez, et la plupart d'entre nous mangeons une galette des rois, alors si on l'achète effectivement, mais si nous la faisons, je peux vous garantir que très certainement, nous ne mettons pas les mêmes ingrédients dedans. Et c'est la plupart du temps le cas pour tous les plats qui sont présentés ici. Il y a une manière de faire, il y a un petit plus, un peu moins de sel, une manière de faire lever la pâte différemment, une manière de la travailler, le petit truc de la grand-mère ou le petit truc qui va faire que ce que vous mangez est un plat dit familial ou traditionnel familial. Il y a ensuite des origines régionales. Vous avez 2-3 exemples. Il y a beaucoup de personnes qui sont originaires du Hainaut, j'ai remarqué, visiblement. C'est un peu Strauss-T, hein, la classe. Et puis, il y a des plats, ce que j'ai appelé origine familiale en réalité, oui, qui sont intégrés dans une région. Le Waterzooi, vous ne le mangez pas en Espagne, mais en réalité, la manière dont vous allez le manger, la temporalité de sa consommation, c'est-à-dire quand vous le consommez et avec qui, est une interprétation typiquement familiale. En l'occurrence, là, c'était plutôt des réunions de famille, réunions familiales. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut faire deux différences, à la fois les plats familiaux qui nécessitent beaucoup de préparation, dont la préparation est relativement longue, et qui donc va intégrer plusieurs membres de la famille dans sa préparation. C'est le cas de la pastilla, c'est le cas en général du Waterzooi. Il faut cuire la poule, il faut l'effilocher, il faut cuire les légumes. Enfin, on peut le faire très rapidement comme on peut le faire de manière relativement complexe. De même, la tour de Linz peut être plus ou moins longue à faire en fonction de la préparation de la pâte, par exemple. Et donc, il y a à la fois des envies personnelles, des traditions personnelles, pizza Hawaii pour l'anniversaire par exemple, tour de Linz qui sont pour des raisons familiales, ou la soupe à l'oignon par exemple, mais après vous avez vraiment quelque chose qui va être typique des réunions familiales étendues, oncle et tante, avec des plats type pastilla ou Waterzooi. Et je l'ai mentionné au début, la mitraillette, oui, origine sociale, parce qu'il est traditionnel de la formation d'un groupe particulier à un moment particulier de la semaine et de la journée. Fin de soirée, on a besoin d'avoir quelque chose dans l'estomac, et donc cela va identifier un groupe particulier au sein de la société.
À ce niveau-là, vous voyez que si en réalité tous ces plats sont jetés quelque part, on attend 300 ans et on regarde ce qu'il en reste en essayant d'étudier, je vais très probablement retrouver des ossements de poulet pour le waterzooi, peut-être 2-3 feuilles ou 2-3 graines, des grains d'amidon probablement si vous avez mis de la pomme de terre. Mais bien malin, l'archéologue qui pourra dire dans quelle occasion ce waterzooi a été mangé. Hein. Et donc, en archéologie alimentaire, la grosse difficulté, c'est de savoir en réalité pourquoi ce plat a été consommé, pour qui et dans quel contexte. Et là, c'est une grosse limite. Elle peut être levée en partie par le contexte archéologique, elle peut être levée en partie par le reste de la culture matérielle que vous retrouvez dans le même contexte. C'est clair que si vous avez des vases en or avec le waterzooi, vous pouvez penser que c'est un plat plutôt de classe sociale élevée. Vous vous attendrez peut-être à trouver un autre élément type truffe, peut-être pas. Si vous ne trouvez pas la truffe qui serait exogène par rapport à la Belgique, dans le sud de la France, vous pouvez vous dire quelle est cette société qui utilise les mêmes produits, mais tout d'un coup avec de la vaisselle en or par rapport aux mêmes produits dans une vaisselle de tous les jours. Et là, ça vous donne éventuellement une idée de l'organisation sociale qui sera beaucoup plus égalitaire et beaucoup moins hiérarchique que prévu. Alors, pour répondre rapidement à certains de vos interventions, enfin de vos cas, j'espère en tout cas que vous avez eu du plaisir à les écrire. J'espère aussi que peut-être après cette séance, vous aurez une autre perspective, une autre vision de ce que vous avez envoyé et peut-être une autre vision de la manière de vous manger chez vous. Là, j'ai la crêpe. Donc oui, c'était la dénégation. Ce qui m'intéressait, c'était justement la crêpe n'est pas quelque chose de traditionnel, pas un plat traditionnel, mais on la mange toutes les années à la Chandeleur. Donc c'est bien une tradition, je vous rassure. Voilà. Malgré vous, c'est une tradition. Et elle est religieuse, même si vous êtes athée à la base, parce que s'il n'y avait pas la Chandeleur, qui est la fête des Lumières, présentation au temple ou fête de la Vierge, eh bien, il n'y aurait pas ces fameuses crêpes. Même si on vient auparavant, période romaine, c'est quand même lié à une fête religieuse. L'autre chose qui est intéressante, c'est l'utilisation ou non de farine dite de sarrasin. Et là, on est bien dans localité, exogénéité. Pourquoi appeler sarrasin le sarrasin? Le sarrasin, c'est ce qu'on appelle aussi le blé noir, en réalité, Phagopyrum esculentum en latin, vient du Caucase. Et appelé sarrasin très probablement parce que transmis sous l'Empire ottoman au reste de l'Europe moyenâgeuse. Mais là encore, le nom est resté, très curieusement. Bon, beaucoup de régions l'appellent quand même blé noir, à part ça, mais le blé sarrasin est quand même quelque chose qui est bien resté. Donc c'est assez intéressant. On dit oui, c'est du farine de sarrasin, c'est tout à fait breton. Oui, mais pas le nom. Enfin, en tout cas pas. La vanille, petite correction, la vanille provient d'une orchidée d'origine mexicaine, exportée, ou plutôt volée par les Français aux Espagnols à un moment donné, qui voulaient bien évidemment la cultiver, réimplanter, recultiver de manière un peu systématique d'abord à la fameuse île Bourbon. Vous avez la vanille Bourbon, qui est extrêmement chère actuellement. En réalité, ça a complètement foiré, pour être assez commun au niveau du langage. Ils avaient des très belles orchidées qui poussaient, aucune gousse. Donc la vanille, la gousse, c'est le fruit de la fleur. Pourquoi? Simplement parce que l'insecte qui pollinisait cette fleur n'existe qu'au Mexique et pas du tout à l'île Bourbon. Et donc ce n'est qu'à partir du 19e siècle qu'une personne a trouvé, a imaginé, s'est rendu compte qu'effectivement il n'y avait jamais aucun insecte qui se mettait sur cette fleur. Et donc a inventé un procédé manuel de pollinisation. Il y a actuellement toute la vanille produite en dehors du Mexique, et en particulier de la zone côtière atlantique, où c'est vraiment, je pense, très, très marginal comme production actuellement au niveau mondial. Toute la vanille est pollinisée à la main. Sacré boulot, hein? Dans beaucoup de recettes, en fait, si on vient au plat avant, en fait, je pense que j'ai à peu près moitié-moitié plat sucré, plat salé.
Dans les plats sucrés, en réalité, ce qui est assez intéressant de constater, c'est que la plupart des ingrédients sont des ingrédients, j'allais dire, du Moyen-Âge, ont des compositions très typiques d'une cuisine du Moyen-Âge, très épicées, girofle, cannelle, muscade. Et en réalité, très souvent, ce sont des plats qui, effectivement, ont eu une longue longévité. Ce ne sont pas des inventions récentes, ce sont des plats qui, effectivement, viennent de relativement loin dans le passé. Mais c'est intéressant, effectivement, de constater que ce soit la tour de Mastel, la Linzer-Torte, etc., utilisent des ingrédients qui sont des ingrédients typiques du Moyen-Âge. Linzer-Torte, la tour de Linz. Alors non, ce n'est pas du tout suisse. Je peux quand même rappeler que Linz est en Autriche. Juste deux, trois choses. Et que, juste par petit check, parce que j'étais un peu surpris, étant suisse moi-même, en réalité, il y a un site internet, il y a plusieurs sites internet, en tout cas en Suisse et en Autriche, qui répertorient les 10 plats traditionnels. C'est assez intéressant, mais... Et donc, c'est W3 Patrimoine culinaire pour la Suisse, kulinarisches Erbe.at pour l'Autriche. Et quand vous cherchez sur ces bases de données, Tour de Linz n'est absolument pas répertoriée pour la Suisse comme étant une tradition locale, mais elle l'est bien pour l'Autriche. Donc, c'est autrichien. Alors, la crêpe. Hop. Le lapin du lundi parjuré. Alors, le commentaire, il y avait une petite incise pour dire il y a des pommes de terre, mais en fait, ce n'est pas obligatoire. C'est personnel. Ça vient en accompagnement. En réalité, la pomme de terre arrive quand même qu'à partir du XVIIIe siècle en Europe du Nord. Enfin, elle arrive en Europe avant, mais elle est cultivée et consommée réellement pas avant le XVIIIe siècle. Un tout petit peu avant en Pologne, XVIIe siècle, milieu-fin du XVIIe siècle. Et donc, il semblerait que le lapin du lundi parjuré soit une recette qui remonte, ou en tout cas jusqu'au XIIIe siècle, à partir de premières mentions historiques. Mais alors, qu'est-ce qui accompagnait ce fameux lapin avant l'apparition de la pomme de terre ? Pizza Hawaii. L'ananas n'est pas un arbre, c'est une broméliacée. C'est des plantes en général qui poussent sur les arbres. Et l'ananas fait assez exception puisque c'est une plante qui pousse directement dans le sol. C'est une monocotylédone, donc ce n'est pas du tout une dicotylédone, c'est en tout cas pas un arbre, même si c'est grand. Effectivement, probablement domestiqué dans une région au nord de l'Uruguay actuellement, au sud du Brésil, et ensuite exporté dans le reste des Antilles et de la Mésoamérique. La tomate est originaire des régions andines côtières du nord-ouest de l'Amérique du Sud. C'est une région qui est à peu près incluse entre les frontières actuelles du Pérou, Chili, Bolivie. Mais elle n'a jamais été domestiquée au Pérou. Nous n'avons aucune preuve de sa consommation réelle au Pérou. Toutes les formes actuelles sont des formes extrêmement amères, probablement toxiques à terme, c'est-à-dire parce qu'elles contiennent beaucoup d'alcaloïdes. Et de manière très curieuse, la tomate était effectivement domestiquée au Mexique. Mais la tomate n'est pas originaire du Mexique. En tout cas, la variété Lycopersicum esculentum est originaire du Pérou. Et il a été suggéré, en tout cas dans le texte, qu'elle aurait été transportée par des oiseaux. Oui, c'est possible. On a eu la même hypothèse à un moment donné avec le maïs. Il faut quand même un sacré nombre de chances pour que les oiseaux migrateurs fassent la totalité du voyage, même s'ils vont relativement rapidement, sans faire d'excréments en cours de route, etc. Pourquoi pas ? Je pense que c'est plutôt des transferts humains, non pas des migrations humaines, mais des transferts culturels de groupe en groupe qui se sont transmis cela. La tomate, à part ça, est aussi présente dans les Andes d'Équateur et au sud également de la Colombie. Et donc, le transfert vers la Mésoamérique est du coup beaucoup plus facile. Tac, tac, tac. On va avoir un tout petit peu de temps pour parler des sites péruviens. Tac.
En réalité, moi j'ai fait des commentaires sur tous vos textes, donc si vous voulez un commentaire particulier, je peux vous renvoyer mes commentaires. Si vous m'écrivez, pouvez-vous me, etc., je le fais très volontiers. Je pense que ça ira peut-être, donnera un tout petit peu plus de temps pour présenter les sites péruviens. Mais je voulais juste... Oui, il y avait juste aussi deux plats d'origine familiale. Je vais ici... bon, c'est la Vasilopita, donc le gâteau de la Saint-Basile, et la pastilla marocaine. En réalité, c'est à peu de choses près la même chose, ce qui est assez intéressant vu la distance qui sépare les deux pays. Les deux utilisent la pâte philo, un remplissage à base de volaille. Évidemment, il y a d'autres ingrédients en fonction de l'origine locale, enfin de la place locale, mais on est bien dans une même tradition. Et du reste, beaucoup de traditions culinaires sont partagées entre ce qui était le sud de l'Espagne ou l'Espagne mozarabe, le nord de l'Afrique actuelle, et puis toute cette partie orientale des Balkans, Grèce, Épire, Thessalie par exemple. Cela simplement pour des questions de migration humaine, l'expulsion des Juifs d'Espagne, qui ont énormément migré en Afrique du Nord, et surtout énormément migré également dans tous les Balkans, et en particulier du côté de Thessalonique. Ce qui est assez intéressant, c'est que pour la gâteau de Saint-Basile, le commentaire c'est le riz vient là un peu, il y a du riz dedans, et le riz vient là pour un peu compléter, pour faire que les estomacs soient bien remplis, parce que sinon ce serait un peu court et un peu maigre. En réalité, donc c'est interprété comme un plat plutôt pauvre. En réalité, l'Épire, jusqu'à, en tout cas, le fractionnement des Balkans, était une région extrêmement riche. Et donc, il y a probablement beaucoup de variations de cette tourte, beaucoup plus solide, probablement avec d'autres ingrédients. Mais oui, l'Épire était au centre de routes commerciales très importantes, était un producteur surtout très important de laine et de cuir au sein de l'Empire ottoman. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous voulez avoir un commentaire particulier. Alors, passons en Amérique. Non, l'influence américaine en Europe et dans le reste du monde ne concerne pas la viande, même si le cannibalisme a fait beaucoup jaser au moment de la conquête et des premiers voyageurs. Mais bien effectivement, des plantes, je ne sais pas pourquoi c'est nu gris, ça aurait dû être noir, dont vous avez 4 plantes ici, couramment consommées par nous tous au cours de l'année, que ce soit la courge, le haricot, le maïs ou la tomate, bien évidemment. Un bref aperçu, en fait, des périodes de domestication des différentes plantes dans les Andes centrales par rapport au reste du monde. Vous avez ici la liste. Cacahuètes, très tôt. Plantes de basse altitude. Hein. Quand je parle des Andes centrales, ce n'est pas l'altitude, ce n'est pas la montagne forcément. C'est la totalité de la région géographique qui inclut aussi bien la côte, les altitudes moyennes, comme les flancs amazoniens, c'est-à-dire tropicaux humides. Il y a relativement très peu de plantes qui ont été domestiquées au-dessus de 4500 mètres. La gourde, le manioc, les haricots, la donnée est un tout petit peu sujette à caution, en tout cas pour cette période, 7200-5000. La goyave. Là, ça pose une question assez intéressante parce que la goyave est un fruit et on se pose toujours la question de savoir si les fruits sont réellement domestiqués ou simplement adaptés ou cultivés. On n'a pas de réponse à ça, pas plus qu'on a de réponse pour l'Europe en réalité. Le reste des plantes, et quelqu'un m'a marqué dans un des travaux que la pomme de terre a une date pour la pomme de terre de 10 000. Non, non. En réalité, les premières évidences sûres sont à partir de 5 000. 10 000, c'est une très très vieille donnée d'un chercheur français qui a découvert des restes dans une grotte en altitude. Un autre archéologue a dit que l'identification était correcte, mais que la date n'était probablement pas correcte. Du reste, la stratigraphie ne correspondait pas, etc. etc. Le problème, c'est qu'on n'a jamais pu redater cette stratigraphie, pas plus qu'on ne sait où se trouve ce morceau de pomme de terre. Donc on ne peut pas faire de datation directe dessus. Et donc, pour l'instant, voilà, c'est un peu problématique. Maintenant,
de l'avoir à partir de 5000, ça veut dire qu'elle est domestiquée en 5000. Alors, son processus de domestication, comme pour le reste des plantes, bien évidemment, démarre bien avant. Enfin, patates douces, fruits de la passion, avocat. Vous voyez à quel point vous mangez américain la plupart des jours. Enfin, pour les deux derniers, la coca, ça m'étonne, vous mangez tellement américain, mais enfin, ça ne se fait jamais, et le maïs. Ça fait une excellente tisane à part ça, donc c'est pas voir le diable partout non plus. Et donc, dans toute cette discussion, à la fois sur localité, exogénéité, voyage des plantes, un peu de domestication, identité sociale, j'aimerais vous présenter justement des travaux, comme je vous l'ai dit au début de cette session. Je vais aller assez rapidement parce que le temps passe. Le premier que je vous présente correspond à un travail postdoctoral, concerne un site relativement ancien qui s'appelle Quebrada de los Burros, qui est ici, donc proche de Tacna et donc proche de la frontière chilienne. Ici, c'est la frontière Pérou-Chili et Bolivie. Deux, trois indications du milieu. Nous sommes dans le désert, dans une petite quebrada qui donne sur la mer. Mais il y a une sorte de petit ruisseau qui ne coule pas forcément toute l'année, mais qui permet à une certaine végétation de pousser, comme vous le voyez ici, de temps en temps un peu plus vert, avec des cyperacées, des joncs. Ou alors plus rien du tout en amont. Et voilà l'aspect où se trouve le site actuellement. Voilà. Donc, on dit en plein désert, mais en réalité, cette petite trace ici, on a une évidence qu'à un moment de l'histoire ou de l'occupation du site, il y avait une sorte de petite lagune qui léchait réellement le site archéologique. Une image des fouilles, après tout, séminaire d'archéologie, et deux, trois images des restes, enfin des structures en réalité. Je sais que je peux choquer beaucoup de monde qui fait de l'archéologie classique, mais vous voyez, il y a quand même des zones plus obscures, il y a un arrangement particulier des déchets qui deviennent peut-être un tout petit peu plus évidents ici. C'est des rejets externes à des huttes, des rejets de coquillages en l'occurrence, ou encore ici avec un rond relativement clair dans le site. Deux phases, une qui démarre autour de 9500-8000 et la deuxième jusqu'à 6800 BP, ce qui nous fait grosso modo 7500-7800 avant notre ère, jusqu'à à peu près 5000. Le reste du biotope, on est proche de la mer, extrêmement riche, beaucoup de mammifères marins, beaucoup de poissons également. Et puis quand même une certaine végétation due en partie à ça, c'est-à-dire à ces brouillards qui se développent à une certaine altitude et qui permettent, à partir de 600 mètres d'altitude, d'avoir une flore qui pousse en plein désert, ce qu'on appelle les lomas. On le verra dans l'autre présentation. Alors là, on est en hiver, donc il n'y a pas tellement de feuilles, mais vous voyez qu'en réalité, on se trouve quand même dans une végétation, j'allais dire, du sud de la France. On est dans une garrigue à buissons, sans aucun problème. Et donc cette végétation buissonnante a pu héberger aussi un certain nombre d'animaux. Et du reste, lors des fouilles, il y a de temps en temps des cervidés. Alors les chiens, les lapins, enfin les lièvres, il y en a en quantité. Mais de temps en temps, on a des cervidés. On a eu des cervidés qui venaient dans ces régions-là pour brouter, qui descendent donc des Andes. D'autres types de plantes. On est quand même dans le désert, donc des cactus. Et puis là, une représentation en fait des différents écosystèmes qui existent dans cette petite quebrada. C'est pas très loin, c'est 4 km. Mais il y a à peu près une quinzaine, de 15 à 20 écosystèmes ou pas familles de plantes, groupes de plantes qui poussent ensemble. Donc c'est très petit, mais il y a une variabilité, une diversité très importante de la flore. Et ça, c'est important parce qu'à terme, cela permet aux êtres humains de pouvoir exploiter ces différentes zones. Le même endroit lorsqu'il y a de l'eau, donc ça change quand même énormément. J'ajouterais qu'il y a des grenouilles, etc. Donc il y a vraiment quand même un biotope très, très vivant. Les extractions traditionnelles, flottation avec les moyens du bord, les échantillonnages, les moyens du bord aussi.
Et puis, en réalité, au vu de la date très ancienne, il y avait très peu de macro-restes, très peu de graines conservées. Je pense en totalité une vingtaine sur le site, en tout cas ce qui a été fouillé et échantillonné. Et donc, j'ai dû utiliser les phytolithes pour y voir un tout petit peu plus clair et voir de quelle manière les personnes qui ont occupé ce site ont vécu. Pas seulement au niveau des animaux, on sait qu'ils avaient la mer comme garde-manger, oui, mais à un certain moment, il faut quand même ingérer des plantes. Alors, un peu compliqué, mais en réalité, on a en bleu avant l'occupation, en orange la première phase et en rouge la deuxième phase. Alors ce sont des noms évidemment latins, etc. Je vous la fais assez courte, je vous résumerai après, mais enfin, graphique très simple des différents types de phytolithes retrouvés. Et là, ce que je voulais montrer, c'est simplement les poïdées en bleu. C'est une sous-famille de plantes qui sont de climat plutôt frais, un peu humide. Les panicoïdées, c'est la famille du maïs, donc c'est plutôt chaud, mais humide. Tandis que les chloridoïdées, en jaune, sont des plantes qui supportent énormément de soleil, de rayonnement lumineux et plutôt de steppe. Et ce sont plutôt des types de plantes qui vont pousser en altitude dans les Andes, par exemple. Vous voyez qu'au cours du temps, ces proportions s'inversent complètement. De la même manière, nous avons des types de phytolithes qui sont arborés, d'autres post-arborés. Et vous voyez que avant l'occupation, il semble y avoir un certain nombre d'arbres. La première phase, encore un tout petit peu. Deuxième phase, plus rien. Et donc, ce qui me fait dire, c'est qu'avant 9400 BP, autour de 8500, 8200, on est dans un climat plutôt humide, froid et tempéré, avec des arbres. Ces arbres vont être ensuite exploités, on va ouvrir, c'est probablement les arbres poussés autour de ce ruisseau ou le long de ce ruisseau. On va les utiliser pour le campement. Il faut quand même voir que ce n'est pas une végétation qui pousse extrêmement rapidement. Donc si l'occupation devient de plus en plus intensive, évidemment l'impact sur la végétation devient également de plus en plus importante. Pour terminer avec quelque chose de complètement découvert, il n'y a plus d'arbres, mais on a des roseaux qui poussent justement le long de cette rivière. Et donc, c'est assez intéressant parce que ce site permet de voir à quel point la dégradation des environnements n'est pas due aux Espagnols, mais due aux occupants même de ces... Parce qu'au Pérou, la faute, c'est toujours... tout ce qui se passe, c'est toujours la faute de l'Espagnol, encore maintenant, ce qui est assez surprenant. Mais en l'occurrence, là, c'est vraiment un impact humain tout à fait ordinaire sur un écosystème relativement fragile qui n'arrive pas à se régénérer suffisamment rapidement pour pouvoir sustenter une population. On en a un autre exemple qui est très évident, c'est l'île de Pâques. Là aussi, l'impact humain a complètement épuisé les ressources jusqu'à simplement éliminer la population elle-même. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que dans ces analyses de phytolithaires, moi j'ai retrouvé des plantes alimentaires. Et vous avez ici un exemple de gourde, à la base du niveau 7. Vous avez ici un exemple d'une courge, mais d'une courge qui serait plutôt sauvage, ou ce qu'on appelle archaïque, c'est-à-dire qu'elle a une forme et une décoration qui est relativement archaïque, qui n'est pas comme les courges actuellement. Les courges d'altitude, enfin de basse terre, je veux dire. Mais là, on a la courge, par exemple la courge des temples, non, quelque chose comme ça, ou la géante des temples. Enfin bref, les courges que vous pouvez acheter au supermarché en tranches ont ce genre de phytolithes dans leur écorce. Et il y en a pour les niveaux un tout petit peu plus récents, mais il y en a. Autre intérêt, un poil de gousse de haricots. Là aussi, très surprenant. On est dans une période de personnes qui ne sont pas sédentarisées et qui semblent quand même utiliser un certain nombre de plantes domestiques. Comment faisait-il? Est-ce qu'il restait toute l'année? Est-ce qu'il plantait, revenait? Est-ce que c'était relativement humide? Aucune idée. Mais il est tout à fait possible que ce soit des populations qui migrent des Andes à la côte de manière saisonnière. Ils restent suffisamment longtemps
au bord de l'océan Pacifique pour avoir une récolte de plantes. Ça prend 3 mois au Pérou, c'est quand même relativement rapide lorsqu'il y a du soleil et de l'eau. Alors, deux diapositives pour vous montrer où se situent en réalité ces dates et ces plantes en comparaison avec d'autres sites de la même époque publiés dans la littérature, à la fois pour le sud du Pérou et pour le Pérou en entier, Huaca Prieta ou La Paloma. Et par exemple, dans ce schéma, Quebrada de los Burros est presque une des premières évidences de courges ou de courges archaïdes type Moscata. Nanchoc, qui est une vallée au nord des Andes, au nord du Pérou, a une date un peu plus ancienne. La même chose pour la gourde et la courge entre guillemets de basse terre. On est de nouveau dans une des premières évidences, si ce n'est la première évidence pour l'instant. Le haricot, là encore, les analyses qui ont été faites au nord du Pérou donnent des dates un tout petit peu plus anciennes. Bon, après en calibration, plus ou moins 180 avec plus ou moins 90, on est dans des périodes totalement contemporaines. Et donc, dans cette deuxième phase, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a effectivement déjà des plantes domestiquées, et que ces plantes domestiquées se retrouvent par ailleurs au nord du Pérou, à 2500 km de là, non plus, je ne me rappelle jamais quelle est l'extension. Mais ce qui veut bien dire qu'il y a une contemporanéité de ces plantes à 3000 km près. C'est-à-dire que la diffusion est soit très rapide, soit ces plantes sont diffusées de manière beaucoup plus importante que ce que l'on pense en réalité au sein du Pérou. C'est la partie un peu domestication, première apparition de plantes. Deuxième exemple, qui est issu de ma thèse doctorale, qui a été effectuée dans la vallée de Lurín, juste au sud de Lima, où se trouve le site de Pachacamac. Mais le site qui nous intéresse ici, c'est un site de Pampa Chica, qui a été daté entre 900 et 100 avant notre ère. Les 3 indications de l'écologie, la nature dans laquelle se trouve ce site. Les clichés sont assez trompeurs en réalité parce qu'il est très évident que cette vallée est complètement urbanisée, complètement anthropisée. Donc c'est très difficile de se représenter de se représenter cette vallée il y a 2000 ans. Voilà. Mais ce qui est intéressant, comme dans l'autre cas, Quebrada de Burros, on est dans une vallée côtière qui, en très peu de kilomètres, a accès à un nombre très impressionnant d'écologies complètement différentes. Et en l'occurrence, même pour la vallée elle-même, vous avez au moins 5 écologies différentes très importantes. Les marais côtiers du côté de l'océan Pacifique, les terres agricoles irriguées naturellement par la rivière qui coule toute l'année. Mais vous avez également ces systèmes de lomas, donc de régions qui sont irriguées par le brouillard hivernal. Je passe rapidement sur les différents écosystèmes, les différents types. Un exemple de lomas, complètement aride en été austral, vert en hiver austral. La même chose en été. Et donc en s'élevant peu à peu en altitude, on laisse les déserts pour aller dans les zones de plus en plus irriguées, avec des pluies saisonnières de plus en plus importantes, comme ici. Alors, rapidement, cette période 800-900 jusqu'à 100 avant notre ère, là, c'est même marqué 800-400 parce qu'en réalité, les dates C14, on se situe en plein dans le plateau Hallstatt au niveau des dates C14. Donc, en réalité, on peut se situer autant vers 800 que vers 400 au début de ce site. On sait qu'il se termine autour de 180 avant notre ère. Et cette période, c'est la fin du formatif. On va entrer dans une autre période, dans une sorte par la suite dans une régionalisation quelque part des différentes traditions, mais on est encore dans ce formatif avec une diffusion de traits iconographiques dans l'ensemble des Andes centrales, avec une tradition céramique assez particulière. Je ne sais pas si on utilise toujours Janamaru
ou si ça a changé. Il y a les interprétations locales de cette iconographie et de cette céramique, bien évidemment. Il y a des techniques qui apparaissent. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que avant cette période, on a d'énormes temples en U. C'est vraiment des temples en U, avec un corps central, 2 ailes. Eh bien, à partir de ce moment-là, ils disparaissent et les structures cérémonielles deviennent relativement compactes et petites. Un ou deux exemples de la culture matérielle. Si je présente ces deux, c'est qu'on est là dans le même type d'iconographie appelé le dieu au bâton, interprété de deux manières différentes. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cette période aussi voit des modifications économiques. D'abord, il semblerait que les ressources locales soient plus importantes que les ressources exogènes. Pour les périodes précédentes, on a beaucoup de plantes qui viennent des Andes, voire même d'Amazonie. Sur les sites de cette période, on a très très peu de plantes de type tropical humide et beaucoup plus de plantes locales. Il y a moins de diversité taxinomique ou taxonomique, il y a moins de plantes différentes, donc on est dans un cortège beaucoup plus identique et systématique. Le coton devient moins important dans les sites, très curieusement. Il a été très important dans la période précédente, il l'est beaucoup moins, on le trouve beaucoup moins. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que le maïs devient un élément assez central dans ces structures cérémonielles. Ça n'était pas franchement le cas avant. Il apparaît réellement pour la première fois de manière systématique à partir de 800-900 avant notre ère. Ce qui fait dire qu'en réalité, ces centres cérémoniels changent de rôle. Si on pouvait voir une sorte de rôle un peu économique à la religion, enfin ces centres cérémoniels avant, il semble assez clair qu'à partir de 800-900, ces structures cérémonielles n'ont plus ce rôle économique. Ils ne servent plus de plateforme d'échange, mais sont plus liées à des formes de ce qu'on appellerait une redistribution sociale, c'est-à-dire intégrer socialement les différentes composants d'un groupe, plutôt que de répartir des richesses par le biais de ce lieu. Et là, tout d'un coup, j'ai des anglicismes qui sortent, excusez-moi. Mais le piment, la cacahuète, la courge deviennent ce qu'on appelle en anglais des staple foods, c'est-à-dire des éléments constitutifs de la diète. On les trouve partout. 2-3 exemples du site. La flèche rouge montre où il est. On montre ce que c'est ici en amont du site. Il est composé en fait de 2 structures différentes, et celle qui nous intéresse plus particulièrement, c'est la structure 1, parce qu'elle est divisée en 4, très clairement. Et non seulement elle est divisée en 4, mais en fait, il semble que chaque partie soit le miroir de l'autre. On a une partie amont, une partie aval, on a une partie au sud et au nord, et de manière tout à fait intéressante, 2 et 4 sont les espaces fermés, tandis que 1 et 3 sont les espaces ouverts. Et donc on est comme les deux faces, les deux côtés d'un miroir. Ça a été répliqué de part et d'autre, donc c'est assez surprenant. Quoique, dans les Andes, on a très souvent cette sorte de duplication. Des fois, on a très souvent 2 parties du même élément, ou un élément répété en 2. Dualité andine, un élément assez important en archéologie comme en anthropologie. On a la même chose pour la deuxième structure, mais je ne vais pas en parler. Et en réalité, quand on analyse les restes de plantes qui sont dans ces différents secteurs, un peu coupé en haut, excusez-moi, et on se rend compte d'abord que les secteurs ouverts ont une densité de plantes relativement faible. La plupart des plantes se trouvent dans les secteurs dits fermés 2 et 4. Ensuite, eh bien, ces différents secteurs n'ont pas les mêmes restes, ou en tout cas n'ont pas les mêmes restes, en tout cas n'ont pas les mêmes quantités de restes. S'ils ont les mêmes restes, ils n'ont pas les mêmes quantités, mais certains restes sont uniques à l'une ou l'autre des secteurs. Vous avez les listes ici, je ne vais pas le décrire, seulement que Solanum peruvianum, c'est la tomate sauvage. Bunchosia armeniaca, c'est la prune du moine, pour traduire ça directement en français. La Ganneria ciceraria, c'est la gourde. Et les autres, c'est vraiment des plantes assez particulières, sauf Nicotiana, qui est évidemment le tabac ou une plante de la famille du tabac.
Il y a quelque chose que j'ai indiqué en dessus, coprolite, charbon de bois, donc différence très importante, mais plus tétralogie non carbonisée. Alors je vous rassure tout de suite, qu'est-ce que la tétralogie andine? Pour moi, eh bien c'est ça. C'est la courge, le maïs, la cacahuète et le piment. Ce sont donc ces éléments que je vous ai déjà indiqués avant. 3 sont des aliments de base, courge, cacahuète, piment, on les retrouve partout. Le maïs n'est pas un élément de base, en tout cas alimentaire, mais est utilisé dans ces fonctions cérémonielles ou dans ces endroits cérémoniels. Alors je vais plus que 4 slides assez rapidement. Comment interpréter en réalité ça? Comment interpréter ces différents secteurs? Comment interpréter ces différences d'assemblage botanique, ces différentes quantités? Une des hypothèses qui a été émise, c'est que cela pourrait représenter un aïou. Ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que dans ce site, on a retrouvé des squelettes, il y avait des enterrements, évidemment des céramiques, etc. Donc on a le reste de la culture matérielle. Mais il y a un concept qui a été utilisé pour la période précédente et pour cette période, qui est le concept dit de l'aïou, qui est une forme d'organisation sociale dans les Andes, qui n'est pas très clairement définie, il faut quand même le dire, même en regardant attentivement la littérature. Les différents auteurs, les anthropologues et sociologues ne sont pas d'accord entre eux sur ce que constitue réellement l'aïou. Quant à savoir si on peut vraiment utiliser ce concept historique, parce que ce sont des études historiques actuelles, ou d'il y a 50 ans, dans quelque chose qui s'est déroulé il y a 2000 ans, là je vous laisse réfléchir. Mais en quoi constitue ça aïlou? En réalité, c'est un groupe social étendu, c'est une famille étendue qui partage à la fois un espace et des ancêtres mythologiques communs. Chaque unité, chaque aïlou, en fait, se réfère à une divinité, un ancêtre premier de la lignée, qui s'appelle Waka. C'est une divinité un peu mineure, parce qu'il y a la Pacarina qui est encore plus grande, mais enfin... et en réalité, la Waka est souvent représentée par un élément physique dans le paysage. Très souvent à la limite du territoire même qu'occupe réellement ce groupe social. Plus important, cet aïou, cette organisation sociale est toujours divisée en deux moitiés. Alors, je n'aime pas tellement utiliser la moitié du haut, moitié du bas, parce que c'est ce que veut dire Hanan et Hurin, ou la moitié amont, la moitié aval, parce que ça, dans notre conception occidentale, ça nous fait tout de suite penser à hiérarchie. En réalité, tel n'est pas le cas, puisque certains Incas étaient de la moitié du bas, entre guillemets. Mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient inférieurs pour autant. Les différents aïous et les différentes moitiés essayent d'exploiter des territoires différents pour sécuriser l'apport alimentaire, bien évidemment. Et puis surtout en anthropologie, ce qui est important, c'est qu'on dit que ces groupes sociaux ont le pouvoir, en guillemets, d'organiser leur réalité en fonction de leurs activités et surtout en se distinguant des autres, de l'autre groupe. Donc ils se créent une identité propre en se distinguant de l'autre groupe, en étant en compétition avec cet autre groupe. Même si le but est le même, en réalité, c'est vivre ensemble. Et donc, évidemment, cette compétition doit se traduire dans la culture matérielle, dont les plantes, parce que les plantes font partie de la culture matérielle quand même. Et alors la question, est-ce que finalement, ce site de Pampachica, avec cette organisation miroir, de bas et de haut, de répétition des mêmes espaces de part et d'autre, est-ce qu'on peut dire que ça a été utilisé par un aïou, et plus particulièrement comme un site cérémoniel d'un groupe social particulier qui aurait deux moitiés? Alors, je l'ai mentionné, on a retrouvé des squelettes, surtout dans les endroits fermés, qui en fait sont des enclos avec des terrasses, enterrés. Et l'hypothèse qui était mise, c'est qu'en fait, il s'agit d'un lieu de culte aux ancêtres. La Waka, c'est l'ancêtre mythique, mais c'est aussi toute la lignée des personnes qui ont dirigé l'aïou importants, qui sont momifiés et qui sont vénérés régulièrement. Par ailleurs, les plantes qui ont été retrouvées et la différence entre les différents secteurs peuvent faire penser qu'effectivement, ça peut être le cas. Donc on n'est pas en tout cas dans une contradiction.
Autre élément en anthropologie, et anthropologie alimentaire, on dit que plus un groupe a une structure sociale égalitaire, d'abord plus la nourriture sera répartie équitablement, bon ça c'est assez normal, mais surtout que les produits utilisés dans la vie de tous les jours et les produits utilisés pour des grands festins seront identiques et seules les quantités vont varier. Il faut bien reconnaître qu'à Pampa Chica, en réalité, oui, il y a des différences, mais on retrouve les mêmes plantes alimentaires que les plantes... Enfin, ce sont des plantes alimentaires, ce sont des plantes de tous les jours. La courge et le piment, voilà, c'est la base de l'alimentation. Plus intéressant, il n'y a pas du tout de plantes exogènes, donc aucun des deux moitiés supposées n'ont eu recours à une différenciation ou se distinguer de l'autre en ayant recours à quelque chose de rare, et donc de cher ou de difficile à obtenir. Et donc, les différences observées entre les différentes moitiés peuvent faire penser qu'on est plutôt face à un groupe égalitaire, qui certes a des différences, mais qui n'ont en tout cas pas de relation hiérarchique entre elles. Et on entre vraiment dans la définition de ce qu'est l'AIU, c'est-à-dire des groupes à peu près identiques, en tout cas les deux moitiés, sont des groupes identiques, séparés, qui ont des lignées différentes, des ancêtres différents, d'autres références, mais interagissent l'un avec l'autre de manière relativement égalitaire. Et donc, on entre dans la notion d'identité sociale, c'est-à-dire on se distingue de l'autre en ayant un comportement différent. Je me permets de donner deux exemples péruviens. La bière, un élément de base actuellement dans la vie sociale. Et je peux vous dire que certaines personnes ne jurent que par une bière. Point. Donc, leur identité sociale va être confrontée, comme pour la mitraillette, par le biais d'un aliment. Et en l'occurrence, la Cusqueña, qui viendrait du Cusco, mais qui est absolument plus produite au Cusco, par ailleurs, joue sur cet élément andin de Machu Picchu. Alors déjà, Machu Picchu, ce n'est pas le Cusco, mais enfin bon. Donc la référence d'identité va être différente de la Pilsen qui vient du Callao, qui vient du bord de mer. Évidemment, Pilsen Callao, on ne va jamais montrer les Andes, ce serait une insulte aux gens qui la boivent, mais on va indiquer quelqu'un au bord d'une piscine, si possible un peu dénudé. Et on est dans le même système, même si là on est dans un extrême moderne. En réalité, la différence de composition des plantes au sein du site de Pampa Chica provient du même système symbolique et culturel. On essaie de se distinguer de l'autre tout en étant dans un tout identique ou moyennement plus ou moins identique. Et pour terminer sur l'identité culturelle, je vous remercie. J'attends vos questions.